Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 311e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 311e édition, nous avons retenu pour thème gestion de la frontière, quelles infrastructures? Du moins, pour une meilleure gestion de la frontière, quelles infrastructures? Pour avoir cette émission d'une grande portée pour tous, qu'il s'agisse d'hommes politiques, de décideurs, d'étudiants, de chercheurs, eh bien, nous avons fait appel à un professionnel qui se passe de présentation, mais aussi l'auteur d'un article, d'un nouvelliste, infrastructure et développement équilibré du territoire frontalier. Eh bien, il s'agit de l'ingénieur Franz Vergela. Ingénieur Vergela, bienvenue à notre émission. Merci d'avoir pensé à m'inviter. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices. J'espère que l'émission leur fera plaisir. D'accord. Merci. Sur ce, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre reçoit des inscriptions sont locales au numéro 17 de Ariel Bossan. L'ordre organise aussi des séminaires, des cours de formation, des conférences mensuelles et ces activités-là sont ouvertes au grand public. À chaque émission, nous apportons quelques informations. Aujourd'hui particulièrement, nous attirons votre attention sur la taxe sur masse salariale. La taxe sur masse salariale est d'abord un impôt. Un impôt qui est à la charge des employeurs, qu'il s'agisse d'entreprises publiques ou privées. Il s'agit de 2% appliqués sur la masse salariale. D'après le texte régissant cet impôt, la masse salariale représente toutes les valeurs versées au personnel, à quelque titre que ce soit. Exemple, on prend en compte la prime, la gratification, on prend en compte aussi les allocations versées au personnel, les commissions aussi. Donc, en pareil cas, lorsque l'on applique la taxe sur masse salariale, la base imposable est constituée de toutes les valeurs versées aux membres du personnel. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, le thème de l'émission, c'est pour une meilleure gestion de la frontière, quelles infrastructures? Dès qu'on parle de la frontière, on parle essentiellement des deux républiques, des deux États. On parle des 341 km de frontières qui séparent Haïti et Dominicaine. On voit les postes frontaliers. Et on voit aussi les échanges entre les deux États. Donc, l'ingénieur Franz Vergela est l'auteur d'un article remarquable dans les colonnes du nouvelliste intitulé « Infrastructure et développement équilibré du territoire frontalier ». C'est ce qui nous a porté à choisir ce thème et surtout à le remercier, féliciter aussi pour sa disponibilité et cet article qui est une véritable consultation, je dirais, consultation sans frais. Ingénieur Vergela, qu'est-ce qui vous a porté à écrire cet article? Est-ce que vous avez une vue des deux côtés de la frontière? Bon, d'abord, j'ai eu des contrats d'études avec des particuliers et aussi avec l'Union européenne sur les infrastructures de transport dans la région frontalière. Et j'ai prolongé la réflexion sur les phénomènes migratoires, les échanges économiques
Voilà. Donc, vous avez une juste idée de la frontière pour avoir visité concrètement la frontière dominicaine, des deux côtés de la frontière. Et quel était votre constat? Ce qui frappe le plus, c'est la dégradation de l'environnement du côté haïtien. Et il y a des régions en Haïti où la dégradation de l'environnement a atteint un stade alarmant. Et donc, là, il faut des interventions urgentes. Ensuite, beaucoup de régions dans la zone frontalière sont des territoires à risque, fragiles et donc qui méritent des attentions particulières. J'ai beaucoup voyagé sur la frontière, des deux côtés de la frontière, tant côté haïtien que côté dominicain. Et des deux côtés de la frontière, il s'agit de régions extrêmement pauvres. C'est-à-dire Las Lagunas en République dominicaine est tout aussi, ou El Valle sont des régions qui sont tout aussi pauvres que Baptiste ou bien Savanette. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on pourrait mettre en place un certain nombre de politiques publiques pour permettre aux régions des deux côtés de la frontière de rattraper le reste de la République dominicaine. Et on pourrait faire ça sur le modèle de ce qui s'est passé en Europe, où quand il fallait par exemple faire en sorte que l'Espagne, la Grèce rattrapent le reste de l'Union européenne. Donc, vous avez une juste idée de l'environnement immédiat de la frontière. Je fais remarquer qu'il y a des zones dominicaines qui sont aussi pauvres qu'en Haïti. Mais, dans votre approche, vous avez mentionné 4 éléments de base, 4 paramètres de base. Vous avez souligné, entre autres, la croissance économique solidaire, la maîtrise des risques, éviter les risques de l'eau. Vous avez parlé de la téléphonie, vous avez parlé de la communication, vous avez parlé aussi des services publics. Mais le concept d'économie solidaire mériterait d'être clarifié. Vous pouvez dire aux téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, comment vous concevez le concept de croissance économique solidaire. D'abord, il n'y a pas vraiment de croissance économique en Haïti, puisque nous avons une croissance des fois de 2% ou des fois de 1%. Pour nous faire sortir de la pauvreté extrême, il nous faut des taux de croissance qui se rapprochent des taux de croissance de la République dominicaine, ça veut dire 7 à 8% par an. Maintenant, une fois la croissance assurée, il faut partager les fruits de cette croissance. Et c'est ce que j'ai appelé la croissance économique solidaire. Maintenant, ce qui est surtout important, c'est que toutes ces régions sont des régions extrêmement pauvres. Mais, comme le disait si bien Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie, la pauvreté, c'est d'abord et avant tout un déni d'accès. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas accès. Il n'a pas accès d'abord aux revenus, il n'a pas de revenus, mais surtout, il n'a pas accès à un certain nombre de services essentiels tels l'eau, l'électricité, la gestion des déchets, l'éducation, la santé, etc. L'Internet, qu'on rentre maintenant aujourd'hui dans la catégorie de services essentiels. Donc, la première priorité dans cette région serait de faciliter l'accès. Et donc, les réseaux d'infrastructure en général, les réseaux de transport, d'électricité, de gestion des déchets ou d'eau potable facilitent l'accès. Et donc, c'est pour ça que j'ai organisé la réflexion autour de ces différents réseaux. Alors, commençons par répondre rapidement. Vous avez le problème de l'électricité particulièrement. Vous avez mentionné que l'électricité est un produit important, mais il n'y a pas de revenus. Peut-on l'électricité à bon marché ou bien faut-il subventionner totalement?
c'est un débat très controversé. La première chose, c'est que l'électricité en Haïti coûte cher. Et très souvent, nous ne faisons pas les investissements appropriés. J'ai lu tout à fait par hasard, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, que nous avons acheté pour près de 185 millions de dollars de gazoil pour financer de l'électricité que beaucoup de gens ne reçoivent pas. Par contre, si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, pendant la même période, les Dominicains ont inauguré à Monte Plata une centrale solaire qui est la plus grande de la région et qui produit près de 77 MW. Si on va par exemple dans le sud de la République dominicaine, dans le sud-ouest de la République dominicaine, dans les régions proches de Barahona, il y a une centrale éolienne qui fonctionne avec l'aide du vent. Et cette centrale fournit près de 40 MW d'électricité. On pourrait faire exactement la même chose dans des espaces comme la plaine du cul-de-sac, comme dans des régions de Fort-Liberté, où les potentialités sont énormes. Malheureusement, nous ne faisons pas ce genre d'investissement. Nous préférons acheter de l'électricité de producteurs privés et nous n'encourageons pas les producteurs privés à investir dans des énergies douces comme l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Donc, ça, c'est déjà un problème. Maintenant, dans la région frontalière, ce qui est caractéristique, c'est que c'est une région qui n'est pas raccordée à ce que les gens qui travaillent dans l'électricité appellent le grid, le réseau national. Et donc, il y a de multiples petites unités et ces multiples petites unités sont incapables de fournir la quantité d'électricité qui serait utile à la population. Et donc, ça, c'est déjà le premier problème. Maintenant qu'on a fini de produire l'électricité, il faut le transporter. Les réseaux de transport, quand ils existent, sont très désuets et les pertes en ligne sont extrêmement importantes. Le troisième élément important dans l'électricité, qu'on a fini de le transporter, il faut le distribuer. Et donc, le réseau de distribution, en particulier dans les villes proches de la frontière, je pense à Ouanaminthe ou Belader, le réseau de distribution, il n'est pas assez développé. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas accès à cette électricité. Maintenant, quand cette électricité est fournie, il faut récupérer les coûts. Marcel Boiteux, qui a été PDG d'Électricité de France, avait coutume de dire les prix de l'électricité doivent dire les coûts comme les horloges disent l'heure. Et donc, en clair, il faut que les prix de l'électricité se rapprochent le plus possible des coûts. Le problème qu'il y a en Haïti, c'est que nous avons une population à bas revenus. Et comme cette population a des revenus extrêmement bas, elle ne peut pas payer ses coûts de l'électricité. Elle fait beaucoup d'efforts pour payer les coûts de l'Internet ou de la téléphonie mobile, mais pour l'électricité, les coûts que nous avons, par exemple, je pense à EDH qui achète de l'électricité à près de 28 centimes US, 30 centimes le kilowatt. Alors, donc, les pauvres en Haïti n'ont pas les moyens pour payer cette électricité. Et donc, cette électricité, dans certains cas, doit être subventionnée. Mais il faut le faire non pas sur le modèle de ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire gaspiller de l'argent en achetant à des prix tout à fait exorbitants de l'électricité de producteurs indépendants. C'est-à-dire qu'on compare les coûts entre Haïti et la République dominicaine, ça n'a rien à voir. Okay. Alors, vous avez mentionné qu'il faut apporter ici dans la zone frontalière, mais il faut aussi des besoins. Comment créer les besoins, comment attirer les entreprises, les investisseurs, parce que quelque part, vous avez parlé d'économie solide, de croissance économique solidaire, à des répartitions de la richesse.
comment créer la richesse de cette zone particulièrement? Les expériences en cours dans deux pays que je vais prendre, par exemple le Panama et Costa Rica, montrent bien le rôle de l'investissement direct étranger dans la croissance. On ne pourra jamais assurer une croissance économique forte dans cette région si on n'arrive pas à attirer des investissements directs étrangers. Beaucoup de gens pensent que pour attirer les investissements directs étrangers, il faut des bas salaires. Ce n'est pas des bas salaires seulement qu'il faut. Ce qui est important pour un investisseur étranger, c'est d'abord l'environnement juridique, l'environnement légal qui lui permet de travailler dans le pays. Et donc, aujourd'hui, ce cadre institutionnel, il n'existe pas. Ensuite, l'instabilité politique en Haïti crée une perception extrêmement négative du pays. Et donc, les investisseurs sont extrêmement réticents à intervenir. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est construire cet environnement qui permettrait, par exemple, au corps groupe qui est très intéressé à la politique en Haïti, mais qui, comme la MINUSTAH, exerce en Haïti une tutelle honteuse. Il préfère, par exemple, intervenir dans le Parlement. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment convaincre des investisseurs dans ces pays pour pouvoir venir dans cette région, investir et développer cette région. Ce que nous faisons, par exemple, nous envoyons beaucoup de gens au Brésil. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui vont travailler en République dominicaine. Ce n'est pas la force de travail qui doit se déplacer, c'est les capitaux qui doivent venir. Et donc, c'est la seule façon de contenir cette main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre, en général, elle est tout aussi irrationnelle que n'importe quel investisseur ou n'importe quel spécialiste de la finance. C'est-à-dire que les gens voient les différentiels de salaire. Je prends par exemple un paysan au Limbé. Avec les technologies liées à l'Internet, il apprend rapidement que les salaires à Guayoubine ou à Castanuelas sont 4 ou 5 fois supérieurs aux salaires qu'il gagne en tant que paysan au Limbé ou au Bas-Limbé ou bien à Saint-Raphaël ou bien à Belader. Une fois qu'il a cette information, il analyse la probabilité de trouver un travail. Et donc, ce qui fait, il construit une certaine espérance de gain qui est le produit de cette probabilité par le salaire qu'il espère avoir en arrivant en République dominicaine. Et puis, si par exemple, il a des parents qui sont déjà installés, ça devient extrêmement facile. Je suis allé à Guayoubine où il y a des plantations de bananes. Et puis, j'ai joué à quelqu'un qui ne connaissait pas la région, etc. Et j'ai vu des types qui, à 10 km à la ronde, étaient vraisemblablement des Haïtiens. En général, c'est très facile en République dominicaine. Les gens qui marchent à pied, qui sont noirs, etc., dans des campagnes, sont des Haïtiens. Et donc, généralement. Et donc, je demande au type, écoutez, je me suis égaré, qu'est-ce que je dois faire? Et le type de me répondre, écoute, cher ami, là, c'est Guayoubine où il y a tout le monde dans la ville net, c'est mon Limbé. Donc, pas aucune raison pour peur. Mais pour des gens qui ne connaissent pas la République dominicaine, Guayoubine, c'est à peu près à 80 km de la frontière. On ne parle pas des villes qui sont tout près de la frontière. Et donc, les Haïtiens, ils ne vont pas seulement travailler dans les plantations de bananes à Guayoubine. Ils vont travailler dans des plantations de riz à Castanuelas. Ils vont travailler à Ochoa dans le café. Ils vont travailler à Neiba ou à Higüey dans la canne à sucre. Mais Higüey, c'est vraiment l'extrême est de la République dominicaine. Et donc, c'est très, très loin. Ensuite, ils travaillent aussi dans le tourisme, ils travaillent dans le bâtiment. Et quand, par exemple, on regarde les salaires entre la République dominicaine et les salaires en Haïti, il y a aussi sans commune mesure. Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait, dans cette zone frontalière, attirer les investisseurs étrangers?
n'importe quel investisseur, il est intéressé par d'abord ce qu'on appelle le coût salarial unitaire. C'est-à-dire, il n'est pas seulement intéressé au bas salaire, il est intéressé surtout par la productivité. C'est-à-dire, si par exemple, j'investis, je suis un industriel, j'investis en Haïti, je regarde d'un côté les salaires, mais en même temps, je regarde la productivité, c'est-à-dire combien d'unités de produits X qu'un individu va faire des deux côtés de la frontière. Et ce que je fais, je divise le coût salarial par la production unitaire. Et j'obtiens ce qu'on appelle le coût salarial unitaire. Et c'est sur ça que je me base. Je ne me base pas seulement sur les bas salaires, je me base aussi sur la productivité. Donc, l'une des choses importantes à faire dans cette région, c'est d'augmenter le niveau de productivité des gens. Les Haïtiens, ils sont très appréciés en République dominicaine parce qu'ils sont très travailleurs. Donc, les gens qui travaillent dans le bâtiment ou bien les gens qui travaillent dans la canne ou dans la banane, ils sont très travailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est améliorer leur productivité et donc leur donner des outils leur permettant d'être plus productifs. Or, c'est surtout ça que nous devons faire. Dans ces cas-là, l'éducation, et en particulier l'éducation professionnelle, est extrêmement importante. Pour des métiers qui sont liés au tourisme, des métiers qui sont liés à l'agro-industrie, la formation technique est extrêmement importante. Or, cette formation technique et professionnelle, elle n'est pas valorisée dans cette région. Ensuite, il faut partir de l'idée que, qu'on le veuille ou non, la frontière entre Haïti et la République dominicaine est extrêmement poreuse et que les gens vont continuer à aller en République dominicaine. Et donc, il faut leur donner des outils pour cela. Je prends par exemple l'exemple des pays de la CARICOM. Si par exemple vous ouvrez un manuel de géographie ou d'éducation civique dans la CARICOM, vous allez voir que l'enfant, dès son plus jeune âge, il est au courant de beaucoup de choses concernant New York, Baltimore, Londres. Pourquoi? Parce qu'ils intègrent le fait que cette population va émigrer en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada. Et donc, les gens ils sont informés sur comment se comporter dans le métro ou bien comment se comporter vis-à-vis de la gestion des déchets, etc. Et pour montrer que ce qu'il ne faut pas faire, les pays de la CARICOM, ils prennent des exemples, ils montrent des photos d'Haïti, c'est-à-dire comment nous gérons les déchets, comment nous dégradons l'environnement. Et donc, il faut une éducation à la citoyenneté beaucoup plus importante dans cette région. Mais en même temps aussi, il faut une éducation technologique, etc. Là, l'Internet peut jouer un rôle important. Mais sans électricité, l'accès à l'Internet est très difficile. Mais en plus, il faut aussi avoir en tête que en Haïti, nous ne produisons pas de contenu. Et donc, les populations, même quand par exemple ils ont accès à l'Internet, vont sur des sites étrangers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de production de contenu. Donc, l'une des tâches fondamentales de l'État, c'est d'encourager cette production de contenu et faire en sorte qu'il y ait dans la région frontalière un Internet sûr, bon marché et rapide. Très bien. Quelles sont les mesures qui pourraient être envisagées pour inciter l'investissement? Serait-il nécessaire, opportun de parler de zones franches ou bien d'encourager, de reprendre l'agriculture? Comment? Il faut partir des potentialités des régions. Il y a des régions qui ont des potentialités agricoles, il y a des régions qui ont des potentialités touristiques et il y a d'autres régions où l'on pourrait développer des zones franches. Mais
je reviens encore. On a construit un parc industriel à Caracol, pour prendre un exemple. Mais les entreprises qui sont installées là-bas sont principalement des entreprises intéressées à l'habillement. Mais à la différence de la République dominicaine, nous ne maîtrisons pas toute la filière. Nous ne produisons pas les tissus, nous ne produisons pas le fil, nous ne produisons pas les boutons. Mais ce qui est fondamental quand on travaille dans l'assemblage, c'est la logistique, c'est-à-dire comment faire pour transporter le produit d'un point A vers un point B au coût le plus bas possible. Si par exemple on analyse un vêtement, le coût du vêtement arrivé aux États-Unis, 40 à 50% du coût va dans la logistique. Une partie importante va aussi dans le marketing. Les salaires représentent 10 à 15%, pas plus. Donc, mais l'université de Limonade, qui est tout près de Caracol, ne forme pas des gens à la logistique. L'université de Limonade ne forme pas des gens à l'assemblage. L'université de Limonade n'est pas vraiment adaptée, par exemple, pour produire des professionnels du tourisme. Okay? Et donc, même quand, par exemple, il y a des opportunités extrêmement intéressantes dans le nord ou dans le nord-est, nous ne pouvons pas profiter de ces opportunités. Pourquoi? Parce que le cadre technique fait défaut. C'est-à-dire, il y a d'excellentes écoles de formation professionnelle, par exemple, à Fort-Liberté, mais ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les ateliers de mécanique, les ateliers d'électricité, d'électronique, où j'ai dit dans l'article que l'une des choses qui est fondamentale, c'est la maîtrise de l'eau. Maîtrise de l'eau. Donc, téléspectatrices, spectateurs, internautes, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, spectateurs et internautes, vous suivez la 311e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, Okpa Magazine. Émission qui a pour thème pour une meilleure gestion de la frontière, quelles infrastructures. Notre invité, l'ingénieur Franz Verela. Au cours de la première partie de l'émission, l'ingénieur Verela vous a amplement expliqué sa compréhension de l'environnement immédiat à la frontière des deux côtés. Il a également fait état d'un concept important à savoir la croissance économique solidaire. Selon lui, c'est passer de la création de la richesse à sa distribution. Il a également mentionné avant la pause le rôle de l'électrification de cette zone, comment ça peut attirer l'investissement et comment les investisseurs peuvent aussi tirer avantage. Et il a fait état des mesures incitatives, création de zones franches, attirer le tourisme, relancer la production agricole. Ce sont autant d'éléments qui permettront aux investisseurs, aux décideurs, aux chercheurs de se pencher sur la gestion de cette zone frontalière. Et cette zone frontalière qui permet au pays de recueillir des recettes douanières largement insuffisante par rapport au volume d'activité. Jean Verela, puisque nous parlons d'infrastructure, comment voyez-vous le maillage routier dans cette zone frontalière? Les réseaux de transport sont importants. Sont importants parce que c'est eux qui permettent non seulement le transport des personnes, mais aussi le transport des marchandises, et aussi ils facilitent l'accès. Il ne faut pas oublier qu'au début, nous avions dit que la pauvreté était un déni d'accès. Et donc, les réseaux de transport facilitent l'accès. Mais en même temps aussi, les réseaux de transport, ils donnent forme au territoire et ils conditionnent la localisation des activités économiques. Et donc, un réseau de transport efficient, bien entretenu, est fondamental quand on veut développer une région. Et donc, la première chose à faire dans ce cas-là, c'est
compléter ce que dans le temps on appelait le maillage routier national. Il y a un certain nombre d'axes qui sont fondamentaux. Le premier, par exemple, c'est que il y a une région en Haïti où la productivité est très élevée, c'est l'Artibonite. Et donc, il faut rendre aux Dominicains la politesse, c'est-à-dire produire de manière intense dans des régions comme l'Artibonite, l'Esther, Petite Rivière de l'Artibonite, mais aussi Saint-Raphaël, et exporter en République dominicaine les surplus que nous aurions à ce moment-là. Mais maintenant, pour le faire, il faut un réseau de transport efficient, c'est-à-dire il faut être capable d'amener des produits à des coûts bas de Pont-Sondé jusqu'à Mirbalais et de Mirbalais jusqu'à Béladère. Il faut être capable d'amener des produits liés à la canne comme le clairin ou l'alcool de Pillon, de Saint-Raphaël jusqu'à Dayabon. Donc, mais entre des communes qui sont très proches, pour prendre des exemples, Montbain-Crochu et Vallière, il n'y a pas de route. Si par exemple je suis à Cerca, Cavaral ou à Cerca-la-Source et je veux aller dans la commune de Caris ou je veux aller à Tilori, et il n'y a pas de route. Les noms sont d'ailleurs très significatifs. Passer le monde dans les monde chiré pantalette. Donc, pour vous donner une idée de l'état dans lequel se trouve la route. Donc, mais le marché de Tilori est un marché extrêmement dynamique. Mais on ne peut pas accéder à ce marché et les coûts de transport sont prohibitifs. C'est exactement la même situation entre Thomassic, Saltader et Los Cacaos. C'est-à-dire que là aussi, les coûts de transport sont pratiquement très élevés. De même, si par exemple on essaie d'aller de Carrefour-Flandeux jusqu'à Savanette et de Savanette à Ondovalier, eh bien, les coûts de transport entre Carrefour-Flandeux et Savanette sont extrêmement élevés. Donc, il faut améliorer tout ça. Il en est de même, par exemple, entre fonds parisiens, Tchot, Nambanan, pour arriver jusqu'à Ansapit. Donc, tant qu'on n'a pas un réseau de transport efficient et bien entretenu, on ne peut pas diminuer les coûts de transport et on ne peut pas améliorer, on ne peut pas conquérir un avantage comparatif par rapport aux Dominicains. Donc, c'est pour cela que ce réseau est important. Maintenant, il faut, en plus du réseau de transport principal, c'est-à-dire, il y a un certain nombre d'axes qui sont fondamentaux. Il y a une route qui s'appelle la route internationale, qui va de Pedro Santana, Los Cacaos, côté haïtien, et Pedro Santana, côté dominicain, jusqu'à Restauration, et qui passe par le marché de Tilori. Il faut le raccorder au reste du pays. Or, là aussi, il y a un travail important à faire. Et donc, maintenant, une fois ce réseau principal mis en place, ces grands axes mis en place, il y a un certain nombre de routes rurales qui vont favoriser l'intégration routière locale. Et donc, il faut relier, par exemple, Capotilles à Wanament, mais avec un tronçon bien entretenu. Il faut relier Montorganisé à Caris, il faut relier Caris à Tilori, il faut relier Caris à Cerca-la-Source et ou bien Bois de Laurence à Cerca-Cavaral. Il y a tous ces territoires, même quand par exemple il y a des noms espagnols, sont des territoires qui sont en Haïti. De même qu'en République dominicaine, qu'il y a des noms qui sont des noms à consonance créole. Donc, mais il y a un certain nombre. Par exemple, si on veut sortir de Tchot pour aller à Mapou ou bien pour aller à Belance, c'est un vrai calvaire. Et de même, on ne peut pas sortir de Belance pour aller à Ansapit. Donc, favoriser l'intégration routière locale, c'est un pas important si on veut permettre aux producteurs agricoles d'avoir beaucoup plus de revenus. Ensuite, il y a des territoires qui pourraient
jouer un rôle important dans l'écotourisme. Je pense par exemple à Savane Zombie ou à Forêt des Pins. Mais là aussi, il n'y a pas de, de réseau pour cela. Par contre, en République dominicaine, il y a des régions qui sont définies comme régions propres à l'écotourisme. Non seulement il y a des aires protégées, mais en plus des aires protégées, il y a des axes de transport qui permettent à des touristes d'aller visiter ces régions. Donc, ces réseaux de transport non seulement sont importants pour faciliter l'accès à l'éducation, aux soins de santé, faciliter le transport des marchandises, faciliter le transport des personnes, mais ces réseaux en plus doivent être entretenus. Et ce qui se passe, c'est que même quand nous construisons des routes, nous ne les entretenons pas. Et donc, ça pose un problème. C'est exactement la même situation pour les canaux de drainage ou bien les canaux d'irrigation. Nous construisons des canaux d'irrigation, mais ils ne sont pas entretenus. Nous avons des rivières, nous ne savons pas que nous ne nous comportons pas comme si les rivières devaient être traitées, aménagées et entretenues exactement comme les routes. Donc, et c'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'handicaps que nous ne pouvons pas franchir. Pour revenir sur l'irrigation, pourquoi, par exemple, il est tellement facile en République dominicaine de produire autant de bananes et de nous inonder avec des bananes? Parce que, je prends par exemple las Matas de Santa Cruz, Pepillo, Salcedo ou bien Guayubín ou Cerro Gordo, eh bien, il y a des barrages qui ont été construits sur des rivières et les plantations de bananes profitent des systèmes d'irrigation qui ont été développés à partir de ces barrages. C'est exactement la même situation pour le riz dans le nord à Castanuelas. Mais nous produisons du riz à Ferrier. Mais il n'y a aucun barrage sur Jassa, il n'y a aucun barrage sur la rivière de la Matrie. Et donc, la plaine de Maribaou, elle n'est pas vraiment irriguée. Et donc, comme cette plaine n'est pas vraiment irriguée, la productivité dans cette région est très faible. Pareil aussi, on fait de la banane dans la région autour de Limonade, mais il n'y a pas de barrage sur la grande rivière du Nord. Et donc, l'eau pour la banane est pompée. Et donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, voilà par exemple un certain nombre de choses qu'il faut faire très, très rapidement. Pour revenir encore sur l'eau, dans des régions comme Neiba, où l'on fait de la canne, les systèmes d'irrigation qui ont été mis en place sont des systèmes d'irrigation qui sont extrêmement performants en comparaison, par exemple, avec des régions comme Pillon ou bien Saint-Michel, etc. À Saint-Raphaël, par exemple, nous avons construit des systèmes d'irrigation. Mais là aussi, c'est un problème parce que la gestion des tours d'eau est laissée entre les mains de bandits qui ont des T65, T35, je ne sais pas comment on les appelle, et qui contrôlent l'eau dans les canaux de drainage. Par exemple, il y a des portes 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Eh bien, l'eau arrive à porte 3, porte 4, mais des gens interdisent à l'eau d'aller jusqu'à la porte 8 ou à la porte 9. Donc, quand par exemple nous avons des micro-barrages, par exemple dans le nord, eh bien, ces micro-barrages ne fonctionnent pas ou ils sont remplis de terre ou de sable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas entretenus. Et donc, nous ne pouvons pas irriguer les plaines ou les barrages, ils ont été emportés par l'eau. C'est le cas, par exemple, je prends plusieurs exemples sur la grande rivière du Nord. Il y a des barrages qui ont été emportés par l'eau. Maintenant, l'action à mener ne se situe pas au niveau du barrage. Le barrage a été emporté par l'eau parce que l'eau est passée d'un régime qui se rapprocherait d'un régime fluvial à un régime torrentiel. C'est-à-dire les rivières que nous avons aujourd'hui ne sont pas des rivières, ce sont des torrents. Quand il y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Et quand il y a de l'eau, eh bien, toute l'eau va à la mer. Et donc, ceci pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infiltration.
je prends l'exemple de la Grande Rivière du Nord. La Grande Rivière du Nord, elle prend sa source dans des collines autour de Montbain-Crochu ou de Vallières. Donc, l'action à mener se situe aux alentours de Montbain-Crochu et de Vallières. Donc, il faut reboiser Montbain-Crochu et Vallières. Et donc, il y a un problème qui se pose. Comment convaincre des paysans qui se trouvent à Montbain-Crochu ou à Vallières à s'adonner à des cultures qui vont et à reboiser des régions, mais les avantages, ce sont les gens dans les plaines qui vont en profiter. Et donc, il est important à ce moment-là d'avoir un certain nombre de politiques qui, pour compenser ces populations pour l'action qu'ils vont mener à protéger l'environnement. Et en même temps aussi, limiter la production de charbon de bois dans ces régions. Très bien. Mais comment la population peut-elle avoir accès à l'eau potable, aux services publics, en plus de tout ça? Parce qu'on parle de la zone frontalière. Il y a l'électricité, vous avez parlé du maillage routier, vous avez parlé du maillage numérique, pas vrai? Mais comment les gens peuvent avoir accès aux services publics, incluant l'eau, l'éducation? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, par exemple, dans des villes de l'approche de la frontière, en particulier à Ouanaminthe, pour fournir l'eau potable. Mais le véritable problème, ce n'est pas ça. Le véritable problème, c'est la démographie. C'est-à-dire, vous avez des villes qui sont proches de la frontière, en particulier Ouanaminthe, qui croient à un taux de croissance de 5-6% par an. Ça veut dire que chaque 12 ans, la population de Ouanaminthe double. Donc, quand chaque 12 ans, la population de Ouanaminthe double, les réseaux d'eau potable qui sont construits ou qui vont être construits doivent tenir compte de l'évolution démographique de cette population. Et nous devons mettre en œuvre un certain nombre de politiques qui limitent les migrations vers Ouanaminthe. Et donc, il faut constituer, pour prendre un exemple, le Cap Haïtien où il y a beaucoup de migration, il faut constituer autour du Cap Haïtien un certain nombre de villes tampons qui absorbent les migrations. Maintenant, pour avoir ces villes tampons, il faut faire de Limonade, de Grande Rivière du Nord, de Limbé. Il faut faire de ces villes-là des vraies villes, ce que j'appelle des vraies villes, avec un certain nombre de services essentiels qui sont fournis. Non seulement des services liés à l'eau potable, mais aussi des services d'éducation et des services de santé. Pourquoi, par exemple, tous les gens qui se trouvent à Cartier-Morin vont à l'école au Cap Haïtien? Parce que tout simplement, les gens ne sont pas bêtes. Ils voient clairement que quand, par exemple, on prend un type qui vient de terminer, qui n'a pas réussi son bac, et on le nomme directeur d'une école nationale pour former des gens au niveau du bac, bon, les gens savent pertinemment que l'école, ça, sont l'école Bolette. Et donc, ils vont tous au Cap Haïtien. Maintenant, quand ils vont au Cap Haïtien, etc., toutes les rues sont comblées. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'écoles. Et c'est exactement la même situation à Ouanaminthe. Et donc, il faut, par exemple, qu'à Ferrier, il y ait de vraies écoles secondaires, de vraies écoles professionnelles. À Capotis, pareil. À Montorganisé, pareil. Tant qu'on n'a pas mis en place ces écoles, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours des flux qui vont arriver et qui vont converger sur Ouanaminthe, et Ouanaminthe va devenir un monstre. Jean Verela, faut-il, pour bien gérer la frontière, avoir un organisme spécialisé, spécifique? Et je crois que je ferai un prochain article sur pourquoi mettre en place un organisme spécifique si on veut un développement équilibré et durable de la frontière. Pourquoi un organisme spécifique? Tout à l'heure, je parlais des problèmes de la Grande Rivière du Nord, mais la Grande Rivière du Nord, c'est dans le nord, mais sa source se trouve entre Montbain-Crochu et Vallières. Et donc, il y a des conflits, pas de conflits, mais il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des ingénieurs ou des agronomes départementaux qui travaillent dans une région et qui ne travaillent pas dans l'autre région. Donc, il faut une vision d'ensemble. Ensuite, il y a un certain nombre de problèmes qui
sont des problèmes de gestion de ressources partagées. La rivière Massacre, par exemple, il y a une partie qui est en République dominicaine et une partie qui se trouve en Haïti. L'Artibonite prend sa source en République dominicaine. La rivière des Pédernales, pareil. Donc, il faut une autorité pour gérer, analyser, construire les données, etc. Mais en même temps aussi, il y a des problèmes spécifiques qui sont des problèmes de, je dirais, de gestion de la frontière. Vous l'avez dit au début que la frontière était poreuse. Mais quand par exemple vous allez à Pedro Santana, vous allez voir qu'il y a des tas de conteneurs avec de l'acier, du ciment, et ces conteneurs, le ciment, l'acier est mis dans des camions, traverse Los Cacaos, Saltader, Tomasique et rentre en Haïti sans problème. Pareil aussi dans d'autres régions. Donc, il faut une autorité pour gérer tout ça. C'est-à-dire que la frontière, par exemple, à Savanette, entre Savanette et Hondo-Valier, c'est une corde qui est attachée à un arbre. Et donc, s'il y a une voiture qui passe, on baisse et puis les gens, ils traversent. Il n'y a pas de policier, il n'y a rien. Il n'y a pas de policier à Los Cacaos. Il n'y a pas de policier sur la frontière à Savanette, à Canaille. Il n'y en a pas. Et c'est exactement la même situation dans le sud d'Anambanan. Il n'y a rien. La frontière, côté haïtien, c'est un espace sous savane. Hein? Oui, sous savane. Ça veut dire. Donc, vous traversez la frontière à Los Cacaos en voiture, eh bien, les papiers, vous allez les faire à Pedro Santana. Il n'y a personne en Haïti pour contrôler la voiture, l'identité, ou si vous êtes sur la route internationale entre Pedro Santana et Tilori. Eh bien, de même, vous arrivez à Tilori, vous traversez de Tilori, vous entrez à Caris. Bon, son savane, il n'y a personne, il n'y a pas de policier, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de contrôle aussi. Très bien. Alors là, nous rappelons l'émission, c'est meilleure gestion de la frontière que les infrastructures. Dans tout ça, je dois prendre là, j'ai une question plus embarrassante. C'est la mission des élites aussi, des deux côtés, puisqu'on parle de la frontière des deux pays. Comment les élites peuvent jouer leur rôle pour rendre cet espace vivable et attrayant pour les deux populations, et Haïti particulièrement. Il y a élite et élite en République dominicaine, comme en Haïti. C'est-à-dire, il y a différents types d'élites. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, en République dominicaine, la bourgeoisie de Santiago, qui est très différente, par exemple, de la bourgeoisie de Saint-Domingue. Je discute avec des gens qui sont liés à ce qu'on appelle la bourgeoisie de Santiago. Et l'un d'eux m'explique que chaque année, lui, personnellement, il donne à Monseigneur Agripino Núñez, le recteur de l'Université catholique Madre Maestra, il donne chaque année 1 à 2 millions de dollars US comme don à Monseigneur Agripino Núñez. Et ils sont légion, les gens qui font ça, c'est-à-dire qui donnent des dons à l'Université catholique Madre Maestra. Maintenant, cherchez le nombre d'hommes d'affaires haïtiens qui font des dons à l'Université d'État d'Haïti. Bon, vous n'allez pas en trouver. Et même quand, par exemple, ils disent que l'assemblage ou le tourisme c'est important, à l'Université d'Haïti, nulle part, on enseigne des technologies liées à la logistique, à l'assemblage, au textile ou à l'habillement, encore moins au tourisme. Et les gens, ils ne financent pas. Bon, évidemment, l'état de l'université aussi pose un certain nombre de problèmes. Moi, j'étais enseignant à l'université, les gens ont trouvé que j'étais un retraité et en tant que retraité, je ne peux pas enseigner à l'université parce que je suis trop vieux. Bon. Je comprends. Mais en République dominicaine, les élites sont
très différentes. Pour vous donner un autre exemple, je travaillais pour un bureau d'études canadien. Et ce bureau d'études canadien voulait participer à un appel d'offres sur la construction d'un train léger autour de la ville de Santiago. J'avais connu l'ambassadeur, un ancien ambassadeur dominicain, quand il était étudiant à Paris. Son frère est maire de Santiago. Bon, je vais voir et analyser les opportunités avec la municipalité de Santiago. Mais Séoulier, avant d'être maire de Santiago, il a essayé en plusieurs fois. Et les hommes d'affaires à Santiago sont allés voir Léonel Fernandez pour dire à Léonel Fernandez, c'est nous-mêmes qui levons l'argent, c'est nous qu'on l'argent. Donc, monsieur Poko paré pour le magistrat. On va financer une campagne électorale à Mao, à La Vega, à Puerto Plata, à San Francisco, San Pedro. On va financer tout ça. Mais à Santiago, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir n'importe qui comme magistrat. Votre candidat, il n'est pas encore préparé pour être magistrat de Santiago. Par contre, quand je vais dans des espaces où on veut faire du tourisme, je prends un exemple, Port-Salut. J'ai eu un ami qui avait un hôtel à Port-Salut, c'est un Français qui s'appelait Christian. Eh bien, de temps en temps, quand le maire de Port-Salut venait le voir, le maire disait « Monsieur Christian, Monsieur Christian, Monsieur Christian ». Donc, on ne peut pas développer une région avec des maires de ce niveau. Et donc, tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'est ça nos élites. C'est-à-dire que le véritable responsable, j'ai expliqué une fois à des gens d'affaires, le véritable responsable, on discutait de la mairie de Milo. Je leur ai dit, le véritable responsable, ce n'est pas le maire de Milo. Le véritable responsable, ce sont ces élites liées au tourisme qui se sont offerts le luxe d'avoir à Milo un magistrat qui ne défend pas les intérêts du tourisme à Milo. En plusieurs fois, les gouvernements successifs en Haïti ont fait des efforts pour mettre au Cap haïtien des délégués convenables. On vient par exemple, après les élections, on a mis, disons, il y a maintenant au CAI un maire qui est un maire normal. Mais on ne pourra jamais développer des régions qui sont des régions d'importance, en particulier des régions proches de la frontière, où il y a des problèmes aigus avec les Dominicains, si dans ces régions, il n'y a pas des maires sophistiqués, il n'y a pas des délégués qui sont des délégués sophistiqués. Sinon, nous ne pourrons pas affronter la compétition et l'anti-haïtianisme qui existe en République dominicaine. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de l'émission. Et l'émission qui a pour thème la gestion de la frontière, quelles infrastructures. Vous êtes amplement renseigné sur les différentes étapes, les différentes mesures. Et encore une fois, nous présentons nos félicitations à l'ingénieur Ferreira, qui a écrit un article extrêmement intéressant, à savoir intitulé « Infrastructure de développement équilibré du territoire frontalier ». Nous disons un grand merci à l'ingénieur Ferreira pour sa disponibilité. Et à vous, nous disons à bientôt. Nous verrons là. Félicitations encore une fois. Et à bientôt. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci.